Bonjour, je suis, comment dirais-je, je ne suis pas ému, mais parler de moi c'est toujours difficile. Au départ on devait parler des collections, mais en même temps, effectivement c'est la Saint-Valentin. Alors c'est une histoire d'amour, mais aussi j'ai une femme et j'ai des enfants. Donc il n'y a pas que ça. Alors, avant de parler des collections, c'est vrai, on m'a demandé d'expliquer comment je suis, ou comment j'en suis arrivé là. Quand est-ce que j'ai mis la main dans le pot de confiture ou je suis tombé dans le chaudron. C'est-à-dire il faut remonter 72 ans en arrière, lorsque j'ai 4 ans, où mon grand-père, qui est un ancien combattant de la guerre 14-18, a la bonne ou mauvaise idée de faire une location sur le chemin des Dames dans une halte de pèlerins. Donc la halte de pèlerins à l'époque, ce sont des endroits où l'on peut dormir, on peut manger, où les anciens combattants venaient, le week-end en général, pour retrouver un espace, un lieu, une histoire, des copains morts, les cimetières, puis ils venaient avec des vivants, les associations et autres. Donc moi j'ai 4 ans, 5 ans, et je vois ces hommes arriver, je les vois rire, chanter, pleurer. Et ça dure comme ça pendant 6-7 ans. Et pendant ce temps-là, ce sont des émotions qui me nourrissent, des paysages qui me nourrissent. Il faut penser qu'il y a 70 ans, le champ de bataille était totalement différent de celui d'aujourd'hui. Sur le chemin des Dames, il y avait des vestiges partout. Quand j'allais avec mon petit seau cueillir des fraises ou des mûres, il y avait des grenades par terre, des obus, des barbelés. Il y avait la caverne du dragon où je pouvais aller, on rentrait sans problème. Donc j'ai été nourri par des hommes, par des impressions, par des paysages. Et puis à partir de l'âge de 10-12 ans, j'ai commencé à accumuler les livres. À l'époque, un livre de poche coûtait 50 centimes. Hein. Je pouvais m'acheter mes livres de poche et il y avait énormément de Genevois, d'Orgelès, tout ça. Donc à partir de là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser, mais au témoignage. Puis à 18 ans, Radio Luxembourg m'appelle un soir et me dit « On a appris que vous étiez un peu foldingue de la guerre 14-18. On voudrait savoir si vous aimeriez être un candide face à 50 anciens combattants célèbres. » Donc j'ai accepté et je me suis retrouvé devant Maurice Genevoix, Charles Vanel, Carrette, d'Orgelès. Pendant 2 mois, je passais l'après-midi avec eux. Le soir, on avait 1 heure en direct. Et je me souviens que Genevoix, qui m'a dit « J'ai eu très peur de vous rencontrer parce qu'on m'a dit que j'allais rencontrer un gamin. » Et puis en réalité, voilà, continuez à parler de nous. Continuez à parler de notre génération de sacrifiés. Continuez d'essayer de préserver notre histoire et cette mémoire. Et à partir de là, je ne les ai jamais pu quitter. Et après mon service militaire, je me suis rendu compte qu'il fallait dépasser le témoignage, le livre, l'image, la photo, pour arriver à l'objet. Et à partir de début des années 70, j'ai commencé à mettre de côté les objets. Et je dis bien en n'étant pas collectionneur. Pour moi, un objet, ça raconte une histoire. Donc les objets m'ont appris beaucoup de choses, comme les photos. Donc ce qu'il fallait pour moi, c'est que je puisse réagir. Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça m'apprend quelque chose? Est-ce que ça m'interpelle? Est-ce que ça me fait rire? Est-ce que ça me fait pleurer? Est-ce que ça m'angoisse? Mais en même temps, c'était leur quotidien, leur vie. Hein. Et ça a été le début de ma quête, de mon chemin de croix des fois, parce que ça n'a pas été toujours facile. Et puis voilà, 50 ans après, j'avais ces 50 000 objets disponibles pour faire un musée, en sachant que l'idée du musée, pour moi, j'avais 14 ans. À 14 ans, j'ai dit à mon père, je serai photographe, parce que pour parler de la guerre, il faut la connaître, et pour connaître la guerre, il faut y aller. Et moi, je ne peux pas être seul, je ne suis pas un militaire. Donc par la photo, je dis, je pourrais approcher. Donc j'avais rencontré Georges Méjat, j'avais rencontré 2 grands reporters de l'époque qui m'ont dit, quand tu viendras, nous on t'accueillera au Vietnam. Voilà. Et ensuite, après mon service militaire, donc je suis parti effectivement en Asie pendant 1 an. Et puis, au retour, je me suis passionné pour l'objet, en sachant que pour moi, c'était une forme d'écriture. C'est important. Donc je ne cherchais pas tous les cas, je ne cherchais pas les belles pièces. C'est pour ça que vous allez voir dans le musée, il y a énormément de petits objets qui n'intéressaient personne à l'époque, qui s'intéressaient
à une aiguille, à une brosse à dents, à une cuillère, à une fourchette, à une gamelle. Les gens, les collectionneurs, cherchaient un sabre, une belle coiffure, un casque à pointe. Ce n'était pas mon propos, et en plus, je n'avais pas des moyens considérables. Et je n'ai jamais eu de moyens considérables toute mon existence. Hein. Je veux dire, s'il y a une collection telle qu'elle est, c'est que j'ai fait attention. J'ai toujours fait attention à mes acquisitions. Et en sachant que j'ai commencé par les puces, puis ensuite il y a eu les bourses aux armes, puis ensuite il y a eu Internet. Voilà, ça m'a permis de trouver des objets exceptionnels. Et en même temps, j'ai fait un petit tour dans les collections ce matin. Alors, vous savez qu'il y a une exposition sur les dons en ce moment. Et quand je vois les dons qui nous arrivent tous les jours, hein, c'est fabuleux parce que bientôt ils vont dépasser, en nombre, pas tout à fait encore, mais la collection initiale. Et il y a des objets mais fabuleux que j'aurais aimé rencontrer, que j'aurais aimé acquérir. Là, on a fait un petit sujet ce matin. Il y a une cloche de mariée. La jeune femme se marie, elle a la cloche avec la petite couronne, le petit bouquet de mariage, et son mari meurt à la guerre, et elle récupère le képi et elle le glisse dans la cloche. Et c'est un objet pour moi fabuleux parce que c'est une histoire, c'est une vie, c'est un mort, et que quelqu'un ait le courage peut-être de venir déposer au musée cette relique, c'est un objet, un lien familial extraordinaire. Pour moi, c'est une des réussites du musée, de faire que ces souvenirs ne disparaissent pas. Alors, quant aux objets, ça va dans tous les sens, hein, vous l'avez vu. J'ai cherché à ce que personne ne soit oublié. Pour moi, c'est important. Alors, c'est d'autant plus important que moi, ma grand-mère est allemande. Ma grand-mère maternelle, ma mère est polonaise, mon grand-père est russe. Moi, je suis né à la fin de la guerre en France, dans la rue. Ma mère venait d'arriver d'Allemagne. Et je crois que j'ai un peu gardé une parcelle de leur vécu, de leur histoire. Voilà. Et ça a aussi compté, j'ai une vision qui est un peu différente. Je ne suis pas franco-français, j'ai une racine allemande, j'ai une racine slave qui est importante, c'est évident. J'ai une racine républicaine, et l'ensemble fait que vous avez ce musée-là, en fin de compte. Alors, pour continuer le processus, donc en 1981, donc mon métier de photographe m'a fait beaucoup voyager. Je suis parti au Vietnam, je suis allé au Biafra, j'ai vu des horreurs qui m'ont beaucoup marqué. Et un jour, j'ai dit, il faut que j'arrête, là, c'est trop. Et je suis rentré au ministère des Anciens Combattants en 81, en leur proposant de faire un grand cycle d'expositions sur la guerre 14-18, le 75e anniversaire de 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et j'ai commencé à faire des grandes expositions, Gare de l'Est, Gare de Lyon, Fondation Madame Bismarck, Hôtel des Monnaies. Et j'avais assez de collections pour présenter chaque année, une année sur 500 ou 600 mètres carrés, en sachant que ma première expérience date de 1974, vous voyez. J'avais fait une proposition en Franche-Comté à Edgar Faure pour faire une grande exposition sur la bataille de la Marne. Il n'y avait aucun lien avec la Franche-Comté, mais Edgar Faure avait trouvé ça très intéressant. Il m'a dit, à Besançon, on a des forts, on pourrait peut-être faire quelque chose. Malheureusement, on n'a pas réussi. Et puis, arrivé aux Anciens Combattants, bon, pendant 10 ans, j'étais un peu le chef d'orchestre de toutes les grandes expositions nationales et internationales, parce qu'elles ont circulé en Russie, en Serbie, en Angleterre, aux États-Unis. Et à chaque fois, je confortais et mes connaissances et ma façon de vouloir présenter les collections, donc de raconter une histoire. Et puis en 1996, le musée de l'armée m'a demandé d'intégrer le musée de l'armée pour travailler sur le projet Athéna, qui était un projet sur la Seconde Guerre mondiale. Hein. C'était un musée de la France libre, de la France combattante et de son chef, le général de Gaulle. Donc pendant 5 ans, j'ai travaillé sur ces 3 étages du musée des Invalides. Et ensuite, je suis resté pour faire justement la période 14-18, jusqu'à ce que Jean-François Copé me dise, écoutez, on aimerait bien faire quelque chose à Meaux, et il y aura un musée à Meaux. Donc on vous en confie un peu, en sachant qu'il y avait une petite équipe derrière moi, hein, on vous en confie un peu la maîtrise et le démarrage. Donc ça date de 2006.
et le musée ouvrira en 2011. Donc voilà un peu pour l'historique, enfin très, très réduit. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? C'est que je parle trop. Donc quant aux objets, quand je dis que ça part dans tous les sens, c'est que je veux que personne ne soit oublié. J'ai été dans beaucoup de musées, à l'étranger entre autres. Vous allez à Londres, au l'Imperial Museum, il y a un uniforme français dans ce musée. C'est la gloire de l'armée impériale anglaise. Vous allez aux États-Unis, à Kansas City, il y a 2 mannequins français sur un musée de 11 000 m². Et moi, ça me choque. À Londres, la première fois que j'y suis allé, il y avait les mobilisations en 1914, il y avait Berlin, Londres, Moscou, Saint-Pétersbourg et Bombay. Moi, la fois d'après, je suis venu avec une grande photo de Paris qui avait exactement la même forme et je l'ai mis à la place de Bombay. Bon, ça, c'est ma façon de réagir. Donc, je voulais que personne ne soit oublié. Et dans ces collections, ce qui montre l'éventail un peu de tout ce que j'ai recherché, c'était que personne ne puisse me dire « j'y suis pas ». Que ce soit un enfant, que ce soit une femme, que ce soit un indigène, que ce soit un vieux, que ce soit un jeune. Voilà. Que ce soit un étranger surtout. Donc, vous avez vu dans le musée, il y a 47 nationalités présentes, ce qui représente beaucoup de recherche. Hein. Il y a 179 uniformes, je crois, présentés. Aujourd'hui, je me rends compte, je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment tout tenait dans une maison. En général, on me pose la question, mais où mettais-tu cela? Ça tenait dans une maison, bourgeoise peut-être, mais une maison. Voilà. Les canons étaient dehors, effectivement, les grosses pièces étaient sous bâche. Les uniformes, c'est en bon état, tout était bien conservé, bien protégé, restauré aussi, parce que je passais mon temps à restaurer. Hein. Et voilà, et ce qui donne maintenant ce musée, qui pour moi est quelque chose de très rassurant. J'ai sauvé un patrimoine, j'ai sauvé une histoire, j'ai, comment dirais-je, mis de côté une parcelle, un tout petit morceau, une goutte de sang de l'histoire de l'humanité, et elle est là, elle est présente, elle est à la disposition de chacun, et surtout à la disposition des scolaires. Et ça, pour moi, c'est très important. Quand j'étais petit, il n'existait rien. Hein. Comme pour les objets, il n'y avait aucun document, il n'y avait pas une revue pour expliquer, pour un collectionneur, pour lui dire « ça, c'est tel objet, ça... » Donc moi, je passais mon temps, quand je pouvais, au musée de l'armée, à éplucher les vieux règlements. C'est le seul endroit où on en trouvait. Hein. Et ça m'a amené beaucoup de connaissances. Puis ensuite, et ça va vous faire rire, enfin pour ceux qui connaissent, là, chez Casterman, ils ont sorti un livre dans les années 60, 2 livres de Funken sur les uniformes de la Grande Guerre. Et pour moi, c'était une révélation parce qu'en couleur, j'avais des planches dessinées de tous les uniformes de tous les belligérants. Et pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça paraît bête, hein, d'arriver à un musée comme ça en partant de 2 livres pour enfants. Voilà. Alors en sachant, là on voit une casquette soviétique, russe celle-ci. Pour l'uniforme russe que vous voyez dans les collections, là, j'ai mis 40 ans pour le faire en entier. En partant d'une casquette, et trouver la paire de bottes, allant de l'un à l'autre, ça a une 40aine d'années de recherche. Et une partie, je l'ai trouvée en Russie, en allant sur place pour rencontrer des collectionneurs et négocier, pas toujours facilement d'ailleurs, hein, un pantalon, en sachant que dans ces pays-là, c'est introuvable, parce que tout a été utilisé entre les 2 guerres. Il manquait de tout, ces hommes-là. Et dès qu'on cherche de la troupe, du soldat, les soldats ne sont pas rentrés chez eux avec leurs uniformes, tout ça, sauf en 1918. Et lorsqu'ils sont rentrés avec leur capote bleue, très souvent, ils l'ont fait une teinture noire pour en faire un paletot. Les chaussures ont été utilisées dans les champs par les paysans. Et en Allemagne, c'est encore pire. La crise a fait qu'on ne trouvait rien. Hein. Voilà. Et malgré ça, un petit objet marrant, là. Vous avez vu la petite curette, là? Pour vous montrer, c'est un objet que j'avais sur mon bureau depuis très longtemps. Pour moi, c'est un coupe-papier. Puis un jour, j'ai un ancien combattant, il y en avait encore à l'époque, qui vient à la maison, qui me dit « Oh, t'as un gratte-cul ». Il me dit « Ben écoute, c'est simple, hein. Papier, nous, le papier, les journaux, on se le mettait sur la poitrine pour se protéger du froid.
On pouvait allumer du feu. Et puis, à partir du moment où il y a de l'hypérite, eh ben, évidemment, on pouvait retirer la boue au pied de la capote, mais surtout, on pouvait se nettoyer le derrière sans être pollué par l'hypérite et sans se retrouver gazé 5-6 jours après être passé dans un bois où il y avait des restes d'hypérite en fines gouttelettes sur les feuilles, par exemple, puisqu'on s'essuyait avec des feuilles. Vous voyez, ce genre de petites choses, et ça, c'est un quotidien qui, pendant des années 70 à aujourd'hui, n'a pas cessé de me faire avancer, de m'interpeller, de m'interroger et de participer à cette écriture. Car le musée est une écriture. Il faut vraiment voir l'objet. Pour moi, c'est un adjectif, un verbe, un point, une virgule. C'est comme cela. Et c'est très important. Alors, ce matin, on parlait des affiches, pareil. Alors, tout le monde connaît les affiches, elles sont belles, donnez votre or. Mais ce n'est pas celle-ci qui m'intéressait. Moi, ce qui m'intéressait, c'est les affiches administratives, le prix du kilo de beurre, le prix d'un œuf, les réquisitions, les nouveaux horaires, puisqu'on perd 1 heure à partir de 1916. Ça, c'était beaucoup plus intéressant que moi qu'une belle affiche pour faire l'appel à l'or, car c'était l'histoire. Alors pour les chaussures, il faut penser que j'en ai besoin de 80 paires, pas d'une, pour les brodequins. Alors ça, c'est familial. La petite Lorraine et Alsace, là, que vous voyez, je les ai trouvées en Alsace, dans la famille de ma femme, qui est d'origine allemande, elle aussi. Donc c'est un tissu de relations, familiales d'abord, et puis d'amis. Dans le monde des collectionneurs, je ne suis pas connu. Personne ne savait qui j'étais. J'étais une ombre, j'étais transparent. Mais j'avais des amis, quelques-uns, en gros 5, qui pendant tout le temps m'ont aidé. Quand ils trouvaient quelque chose, ils m'appelaient. Ils me disaient, on a vu ça, est-ce que ça t'intéresse? On l'achète, tout ça. Des fois, ils me le donnaient, des fois, ils me le revendaient le prix où ils l'avaient acheté. Il n'y avait jamais une question de marchandise ou de marchandage, voilà. Et ça, c'est important. Et je dois beaucoup à ces quelques amis qui, depuis 50 ans, sont derrière moi ou sont avec moi. On pourrait dire la même chose de mon épouse. Vous voyez, cet uniforme-là, j'ai mis 30 ans à l'utiliser. Pareil, le belge, c'est pas pratique. Ça, c'est plus facile. Alors, les uniformes ont pris beaucoup de temps. Pensez que dans la maison, ils étaient montés sur mannequin, y compris les chevaux. Enfin, j'ai une grande maison. Enfin, j'avais une grande maison. Mais c'était drôle. Aujourd'hui, les gendarmes, je ne pourrais plus faire ce que j'avais. J'avais 150 ou 200 fusils à la maison, j'avais 6 mitrailleuses, j'avais des canons. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je serais en prison. Je serais avec M. Guéant, on n'a que de la cellule d'à côté. Non, mais pour montrer que malheureusement, c'est pas simple. Mais en même temps, j'étais prêteur. J'étais prêteur au ministère de la Défense, j'étais prêteur au musée de l'Air, j'étais prêteur dans les ambassades. Bon, j'étais un peu un privilégié, effectivement, sans abuser, mais quand même. Voilà. Ça, c'est un Australien. Alors, vous voyez, alors, là, on croit que c'est un ballon. En réalité, il est signé par une équipe de rugby de l'époque. C'est curieux, mais voilà, tomber sur cet objet, pour moi, c'était fabuleux. Et en plus, chaque objet trouvé, je l'oubliais. Il était en arrière. Je n'étais pas collectionneur. J'ai dit, bien chez moi, vous rentriez, il n'y avait rien. Il n'y avait pas un sabre au-dessus de la cheminée, il n'y avait pas un casque apparent. Non, c'est un outil. Chaque objet participait à un outil, à une écriture. Alors, il y a beaucoup comment dirais-je, d'éléments d'artillerie, il y a beaucoup d'obus, il y a beaucoup de... Et ça, c'est grâce à la sécurité civile. Toujours pareil, par mon métier de photographe, j'ai rencontré la sécurité civile au début des années 70. Je participais à leur chantier de destruction, tout ça. Et ils m'ont toujours aidé. Eux ont cru que je ferais un jour un musée. Et dès qu'ils trouvaient un objet en bon état et inerte, ils me le donnaient. Ce qui explique pourquoi, le pourquoi de l'importance des collections d'engins dans le musée, qui va de l'obus d'une tonne 6, l'obus de 520, à la petite grenade artisanale. J'ai un panel le musée a récupéré un panel d'artillerie qu'on trouve
rarement ou pas du tout ailleurs. Hein. Alors, tout ça, c'est des comment dirais-je, c'est des acquisitions tout au long d'un cheminement. Je dis des fois difficile. Hein. J'ai eu des moments comment dirais-je, de doute, parce que quand j'allais à l'extérieur de la région parisienne, on me disait oh, ton musée c'est trop grand, il faut être à Paris. Et quand je cherchais les forts autour de Paris, il y en a quelques-uns, on me disait non, non, ça il faut que tu ailles en province, sur le champ de bataille. Et pour la petite histoire, lorsque Meaux a décidé de faire un musée, Verdun s'est plaint que le musée ne soit pas à Verdun, l'Aisne s'est plaint que le musée ne soit pas sur le chemin des Dames, Briançon s'est plaint que le musée ne soit pas à Briançon, Lille aurait voulu que le musée arrive à Lille. Voilà, c'est un peu mon cheminement. Belfort, pareil, se plaignait que le musée ne soit pas en Franche-Comté. Là, ça, c'est des grands moments de doute pour moi, parce que j'arrivais avec mon sac qui était vraiment lourd. Hein, et puis, les gens avaient peur. Je faisais peur. Vraiment peur. Et pour bien montrer jusqu'où ça peut aller, c'est qu'il y a eu une visite de la direction régionale des affaires culturelles dans mes collections il y a 20 ans. Et c'est un conservateur, une femme qui est venue, un conservateur général. Elle a fait un rapport de 20 pages, collection qui est intéressante. Elle touche à tout, elle parle de tout le monde. Mais c'est le prix d'un petit tableau du 18e. Mais pour un tableau du 18e, il y a juste un clou à mettre au mur. Voilà comment elle avait terminé son rapport. Et moi, je lui ai répondu, madame, avec votre petit clou au mur et votre tableau, vous ferez venir personne. Et moi, je vous assure, avec mes collections, vous ferez venir du monde. Et là, je me suis fait une ennemie, ça a duré longtemps. Mais ça a été mon quotidien pendant 40 ans, ce genre de dialogue. Au départ, le musée de l'Armée ne voulait pas que je vienne au musée de l'Armée parce que j'étais un collectionneur, donc potentiellement, j'étais un voleur. Il a fallu qu'un conservateur un peu moins bête que les autres, ou plus intelligent, je vais dire, dit Jean-Pierre, ta place est chez nous. Voilà. Donc, c'est pas facile. Alors, pour moi, ce qui reste intéressant, c'est la variété. Hein. Pour moi, c'est vraiment primordial, c'est qu'on parle de tout le monde. Et pour montrer que c'est difficile, je me souviens, Gare de l'Est en 84, il y avait une exposition sur l'année 14, et il y avait... Non, c'était en 85. C'était Gare de Lyon. Il y avait une grande vitrine avec des troupes indigènes. Et il y a un grand noir qui arrive et qui me regarde et qui m'engueule. Il dit oh, « Encore une exposition, on ne parle pas des nègres. » Et il était devant une vitrine où il y avait 5 noirs. Il ne les voyait pas, parce que dans sa tête, il était persuadé qu'ils avaient été oubliés. Et ça marque dans ma réflexion. Je dis attention, il faut vraiment justement faire attention à ça. Et il y a peu de temps que l'on parle des femmes dans les musées. Il y a peu de temps que l'on parle de la guerre telle qu'on le fait aujourd'hui. Alors, ma chance peut-être, c'est que lorsque les historiens s'intéressaient à l'époque, il y a 50 ans, aux archives, au service historique de la défense, moi j'étais dans le monde ancien combattant que je rencontrais, j'étais dans les témoignages. Et aujourd'hui, depuis 20 ans, ils s'intéressent aux témoignages, les historiens, alors que moi je commençais à m'intéresser aux boîtes d'archives. J'ai fait le chemin contraire. Toujours pas de questions? Ah. Vous avez dit que Verdun, Lille, Oui. Belfort, Briançon s'étaient intéressés. Qu'est-ce qui fait que vous soyez arrivé à Meaux, en quelque sorte? Je crois que j'ai rencontré un petit bonhomme qui s'appelait Jean-François Copé. Non, voilà ce qui s'est passé exactement. Je représentais le ministère de la Défense à une cérémonie à Meaux. Je me suis présenté à Jean-François Copé et mon téléphone a sonné. Et il m'a répondu agacé, répondez. Et c'était le musée de Boston, aux États-Unis, qui m'appelait de la part de Madame Alliot-Marie, qui pensait que mes collections seraient peut-être à vendre. Et voilà, le musée de Boston m'appelait pour ça. Et il a entendu, hein, ça l'a agacé prodigieusement. Et le lendemain, qui était le 10 novembre, si je me souviens bien, il a fait un discours en disant « Il y aura un grand musée de la guerre à Meaux ». Il ne m'en avait pas parlé. Et il ne savait pas exactement tout ce que j'avais non plus. Hein. Donc il a eu un culot énorme. Hein.
Et voilà, l'aventure a commencé comme cela. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Allemands voulaient acheter ces collections depuis 1988. Un conservateur du musée de Beaune à l'époque était venu me voir. Je faisais une exposition à l'Hôtel des Monnaies. Il m'a dit, ce qu'on aime bien chez vous, c'est que vous êtes un cousin germain. Effectivement, je suis un peu un cousin germain, et que vous parlez de tout le monde, vous parlez de nous aussi. Et est-ce que vos collections seraient disponibles? J'ai dit, écoutez, si à 65 ans, je n'ai pas trouvé un endroit où elles pourraient résider, ben vous pourrez les emmener. Et à 64 ans, 10 jours, 10 mois, Copé est passé, et voilà. C'est un coup de chance énorme. C'est vraiment un coup de chance. Et d'ailleurs, Jean-François m'a dit un jour, on pourra me reprocher tout ce qu'on veut, sauf le musée. Toujours pas d'autres questions? Il faut me poser des questions, ça. Vous parliez tout à l'heure de la Russie et du fait d'aller collecter des objets là-bas. Oui. À quel problème vous avez été confronté dans la mesure où j'imagine que pour toute personne... Alors, moi, j'ai eu de la chance, c'est que quand j'allais en Russie, c'est que ma première exposition, je suis parti depuis Paris avec un camion chargé de matériel. Et j'ai fait une grande exposition en 92, juste après la chute du mur, en fin de compte, à Saint-Pétersbourg, sur l'amitié franco-russe. Et cette exposition, elle restait 6 mois à Saint-Pétersbourg, et j'y allais régulièrement. Et pour faire des conférences, et pour parler de cette amitié, puis pour voir les collections. En sachant, là, j'ai un petit souvenir, c'est qu'on m'avait dit, vous n'amenez pas d'armes, c'est pas la peine. Et puis, quand on est arrivé à la frontière finlandaise, il y avait des automitrailleuses qui nous attendaient pour escorter le camion jusqu'à Saint-Pétersbourg, au cas où. Et quand j'arrive à Saint-Pétersbourg, je n'avais pas de fusil, j'avais rien. Je dis, il faudra quand même maintenant amener les fusils, tout ça. Alors tout de suite, 2 heures après, j'ai 50 Lebel qui arrivent, tout ça. Je dis, bon, c'est bien, mais les courroies, oui, vous inquiétez pas, vous les aurez demain. Et ça a duré 3 semaines, 4 semaines. Et au bout de 4 semaines, la veille de l'inauguration, je dis, mais les courroies, j'en ai besoin. Ils disent, mais les courroies, on les a mangées pendant le siège. Ils les avaient coupées pour faire de la soupe, pour faire du jus, pour faire... Vous voyez l'histoire, jusqu'où ça va? Alors, quand j'étais sur place, la chance, c'est que j'ai rencontré plein de collectionneurs qui venaient voir l'exposition. Et ça s'est passé à Moscou, ça s'est passé à Saint-Pétersbourg. Et justement, dans quelle mesure ces objets avaient été conservés quand on connaît l'histoire? Ben, il y a des collectionneurs, c'est un grand pays, la Russie, hein, ils avaient réussi à mettre de côté des choses. Le musée de l'artillerie à Saint-Pétersbourg a des réserves, mais colossales. On ne se rend pas compte. Alors, pour aller plus loin, quand j'étais à Saint-Pétersbourg, à l'Ermitage, j'ai trouvé, avec un autre ami, les drapeaux que les Allemands avaient retirés des Invalides en 1940, les trophées. Ces trophées ont été emmenés à Berlin. Et en 1945, les Russes les ont trouvés, les ont emmenés en Allemagne. Et depuis, ils étaient perdus. On pensait qu'on ne les retrouverait jamais. Donc on les a vus, ils étaient enveloppés dans du papier craft. Le conservateur à l'époque me dit, si vous avez de l'argent, moi je veux bien, vous me donnez une belle somme et vous les emmenez. Je n'avais pas la somme. Et quand je suis rentré à Paris, j'ai prévenu le ministère, les Invalides surtout, et on m'a dit, ah non, silence, on n'en parle pas, car si nous rendent ces drapeaux, ils vont demander qu'on rende ce qu'on a pris à Moscou en 1812. Et depuis, ça fait plus de 15 ans que j'attends que les fraternisations entre la Russie et la France redeviennent, non pas au beau fixe, mais normales, et qu'un jour, le président russe, quel qu'il soit, se dise, ben voilà, je vais rendre à la France ce qui lui appartient, puisque ce n'est pas un trophée de guerre russe. Je reste toujours sur pouvoir faire revenir ces drapeaux en France. Voilà, petite... Alors, dans les collections, il manque un uniforme. Il manque un siamois. Alors, le Siam, vous voyez, vous situez, c'est la Thaïlande actuelle. Et pour moi, voilà, qui imagine que des Siamois soient venus combattre en France en 1918? Le roi Ramasis, en 1918, se dit, si je rentre en guerre, je serai à la table des pourparlers de paix, je rentrerai peut-être à la Société des Nations, et comme ça les Anglais ne viendront pas me friter
sur ma droite venant des frontières indiennes, et les Français ne viendront pas me friter sur ma gauche venant du Cambodge, enfin de l'Indochine. Et effectivement, il a eu une certaine tranquillité, il n'a pas été colonisé. Et il a envoyé 2000 hommes en 1918 en France. On a formé 200 aviateurs, par exemple. Et pour moi, il était intéressant qu'on parle de ces Siamois. Malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé. J'ai une veste, mais il manque tout le reste. Le casque, tout ça. Voilà. Mais ça, je cherche. Si quelqu'un a des petits symboles siamois chez soi, je suis preneur. Donc, vous voyez, c'est important. Mais c'est le seul pays maintenant qui ne soit pas montré. Alors, il manquait aussi un grec, mais le grec, nous l'avons. Tranquillement, il sera installé le moment venu. Voilà. On a une question sur Internet de Louis. Il demande si ta collection, c'est une passion ou c'est un travail. Alors, passion, c'est difficile. Le mot passion, la guerre, je vous ai dit, hein, j'ai eu des expériences jusqu'à il n'y a pas longtemps. Hein, j'ai été présent sur le conflit yougoslave jusqu'à la fin. On ne peut pas être passionné par la guerre. Ce n'est pas vrai. Ça, qui quelqu'un me dit qu'il est passionné. Alors, c'est avant tout un travail. C'est une ténacité, c'est un besoin, peut-être quelque part. C'était une volonté. J'avais un but. Hein. Ce musée était un but. Alors, il ne faut pas chercher plus loin. J'ai avancé, quoi qu'il en coûte. Et là encore, je dois dire merci à ma famille qui a beaucoup souffert, hein, parce que quand j'étais là, je n'étais pas disponible. Et puis quand j'étais pas là, je partais longtemps des fois. Hein. Et puis il fallait voir ce que j'amenais à la maison. Donc ma femme m'a nourri et m'a logé pendant 40 ans. Hein. Il faut être honnête. Dès que j'avais 10 centimes, ça partait dans les collections. Mais passion, non. Le mot ne correspond pas. Je continue toujours à trouver des objets, je le dis au musée. Bon, maintenant, j'achète moins parce que je me suis lancé dans une autre aventure. Je restaure une vieille maison historique pour lui redonner une vie. Donc, ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Mais je continue à voir et je préviens le musée. J'ai vu tel objet, il faut que vous l'achetiez. J'ai vu telle chose, allez-y. Voilà. Donc, je reste un pied dans la culture, dans la sauvegarde. Voilà. Je restaure la maison du comte Lascaz, celui qui a accompagné l'empereur à Sainte-Hélène. Voilà. D'autres questions? Allez-y, il faut que ça fuse. Hein. Je vais vous parler argent, si vous Oui. Vous parlez que le musée il dispose de quel budget, justement, pour pouvoir acheter des pièces éventuellement? Alors, bon, je ne peux pas répondre exactement parce que ça sera la responsable des collections de répondre. Elle a un budget qui doit être de plus de 15 000 € par an. Oui, c'est à 20 000 €. 20 000 €, vous voyez, ben, elle est là, Joanne. Voilà. Il faut poser des questions à Joanne. Donc, c'est pas un mauvais budget. Hein, mais en sachant, des fois, on va relativiser. Vous savez le prix d'un pantalon allemand aujourd'hui? 5 000 €. Donc, vous voyez, ça relativise les 20 000 €. Enfin, la côte haute. Hein. On peut l'avoir gratuitement si quelqu'un nous l'amène. Alors là, j'en reviens aux dons, parce que vraiment, pour moi, c'est réconfortant comme tout de voir d'abord l'importance des dons qui sont amenés. Et des dons fabuleux. Hein. Là, je regardais ce matin les derniers dons. Moi, c'est émouvant pour moi. C'est à en pleurer des fois. Hein. Je vous parlais de cette cloche de mariée, mais il y en a, en veux-tu, en voilà. Et ça, le musée, au moins, il joue un rôle, là. C'est important. Mais pour les dons, Joanne, elle pourrait vous parler. C'est pas évident. Les collectionneurs connaissent la valeur de leurs objets. En général, ils ne sont pas tendres. J'ai toujours eu des problèmes avec les collectionneurs. Mais il y en a quelques-uns qui sont généreux, qui savent être généreux, ou qui se disent, mais un jour, moi, je m'en irai, car nous en allons tous. Ils se disent, ben, là, au moins, j'aurais servi à quelque chose, c'est dans un musée. Et il y aura mon nom sur une petite étiquette en dessous.
Donc ce n'est pas rien. Il y a combien de dons depuis? Depuis 2006, 30 000 objets qui ont été donnés pour 2000 donateurs. Vous voyez, c'est pas rien, hein. 30 000 objets. En réalité, on pourrait. Le musée. Bon, déjà, on présentait que le 10e des collections hein, dans le musée. Là, on devient vraiment certains disent que c'est le plus grand musée d'Europe. Moi, je suis plus modeste. Mais on a un fonds quand même très important, en sachant qu'on est parti de rien. Moi, je suis parti de rien. Hein. Vulgairement, quand ma mère arrive en France, elle est vêtue d'un sac de pommes de terre. Elle arrive à Gare d'Orsay, j'ai retrouvé son dossier au ministère, vêtue d'un sac de pommes de terre et enceinte de moi. Donc, on part vraiment de rien, du côté maternel en tout cas. Les objets sont dans les réserves. Oui, il y a 2 grandes réserves. Mais alors, pourquoi est-ce que vous ne faites pas tourner pendant des... Ça tourne. Vous vous en rendez pas compte, mais les objets tournent. Le tissu va être obligé de tourner. Là, les uniformes, là, ça fait 10 ans que certains sont présentés. Il va y avoir... Mais ça, c'est à Joanne. Il faudrait lui faire... C'est un gros travail, mais ça va tourner. Hein. Et il y a des nouveaux objets qui rentrent dans les vitrines. Vous vous en rendez peut-être pas compte. Là, il va y avoir des wagons qui arriveront... Normalement, la procédure est lancée. Il y a un wagon blindé qui va arriver, un wagon 8 chevaux, 40 hommes, un wagon allemand, ou peut-être un wagon anglais. Ils seront installés l'année prochaine. Mais il faut installer des ballasts, il faut installer un abri pour l'avion, pour le wagon en bois. Vous voyez, ça, c'est un projet. Comme le char qui est arrivé, c'est fabuleux. Hein, mais ça, c'est le musée vit. Le musée vit aussi par les associations qui viennent régulièrement, à travers leur façon de voir, leur façon d'être, parler de ce passé qui, pour moi, il est proche. Hein, mon grand-père, je l'ai très bien connu. Quand j'ai commencé à parler de la guerre 14-18, il y avait encore 2 millions d'anciens combattants vivants. Et j'ai vu les 150 derniers, je les ai rencontrés. On a fait un livre sur eux. Enfin, je les ai jamais quittés. Et tout ça à partir d'émotions de jeunesse. Quand je dors la nuit, tout ça, souvent, je reconnais, je me revois gamin me promener sur ce champ de bataille, avec mon petit seau. C'est marrant. Et j'avais ramassé quelques objets à l'époque. Mais c'était rouillé, mais ça traînait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Voilà. Donc, comment un petit gamin va poursuivre un chemin parce que il a été marqué. Puis par la génétique, hein, je maintiens, j'ai une partie de la mémoire de mon grand-père, de ma mère, de ma grand-mère, qui ont beaucoup souffert, il faut le reconnaître. Voilà. Et le musée est vraiment un musée international. Ça, c'est important aussi. Ce n'est pas un musée franco-français ou franco-allemand. C'est pas vrai. Et encore, moi, il y a des améliorations à faire, tout ça. Mais bon, il faut du temps, il faut des gens, il faut du personnel. Mais ça avance, tranquillement. Et parmi ces pièces nombreuses que vous avez collectées, il y en a sans doute quelques-unes qui vous ont ému plus, ou qui vous ont marqué plus les unes que les autres. C'est pas évident. Si vous préférez, un jour, j'ai eu l'occasion de récupérer le bâton de maréchal de Gallieni. J'ai appelé le musée de l'armée parce que je considérais que ce bâton était mieux au musée de l'armée que chez moi. Et c'est à l'époque où, le même jour, j'achetais des petits paquets de tabac au puce de Saint-Ouen, vous voyez. Alors, dire qu'un objet m'intéresse plus que d'autres, je les ai oubliés. Les objets, au fur et à mesure qu'ils arrivaient ou qu'ils étaient restaurés, je les oubliais. C'est en les revoyant, en me promenant dans le musée, le soir, souvent, je dis « Ah, bah, tiens, il y a ça, il y a ça ». Mais je dois beaucoup à mes 5 copains, les Alsaciens, entre autres, qui m'ont trouvé énormément de choses. Donc c'est un chemin d'amitié pour moi, c'est un chemin de fraternité, quelque part. Il n'y a pas un objet particulier qui vous marque,
Franchement, d'ailleurs, j'en ai pas gardé. Vous voyez, c'est étonnant. Quand les collections sont arrivées ici, j'ai dit à mes petits-enfants, à mes enfants, vous prenez un objet, choisissez ce que vous voulez, vous prenez. Ils ont choisi chacun un objet, ils sont partis avec. Je suis incapable de vous dire lesquels d'ailleurs. Mais moi, est-ce que j'en aurais gardé un? J'en aurais peut-être gardé un, mais je l'ai récupéré pour le donner à un autre musée. C'était le panneau frontière de l'Alsace-Moselle en 14, le gros panneau à l'entrée du musée. Donc j'en avais deux. Et celui-là, je l'aurais peut-être gardé. Il était d'ailleurs, il était resté dans ma maison. Mais bon, en fin de compte, ça pesait 200 kilos. Je l'ai donné. Je dis bien donné. Voilà. Non, franchement, je suis pas pour les belles coiffures, je suis pas pour les belles cuirasses, je suis pas pour. Non, j'étais très. Vous voyez, ce matin, il y avait un petit interview avec la télévision. On est passé devant la table où il y a un soldat dans sa chambrée. Il y a le lit, il y a le fusil pour l'escrime, et puis il y a cette table avec le poêle de caserne, avec tous les objets qui sont devant. Et je me disais, mais comment j'ai fait pour mettre de côté tous ces petits objets que personne ne recherchait, que personne ne voulait. Aujourd'hui, par contre, les collectionneurs recherchent tous ces petits objets. À l'époque, personne n'en voulait. Et j'étais passionné par ça parce que c'est vraiment la vie. Une cuillère, une fourchette, une gamelle, une serpe, une pince, une gourde, ça n'a pas de prix. Et on ne les voyait pas dans les autres musées. Franchement, je réfléchis en vous parlant, est-ce que j'aurais gardé un objet? Même la photo de mon grand-père, elle est dans le musée. Oui, oui. Bon, de mes grands-parents, j'ai rien, de toute façon. Non. Là, je suis blanc, je ne sais pas. Sinon, je l'aurais gardé, hein, certainement. Je l'aurais gardé. Vous n'avez plus rien chez vous? Non, quand j'en trouve encore, je les amène. Ma femme, maintenant, me dit, on en a souffert pendant 50 ans. Alors, on passe à une autre collection. Non, j'ai pas gardé. Tenez-vous un inventaire Non, dans ma tête. Dans ma tête. Et je savais exactement ce que j'avais. Quand les collections sont arrivées ici, j'ai rien retrouvé. Je me suis pas dit, tiens, ça j'avais oublié. Non, vraiment, j'ai commencé à faire des fiches, puis trop de temps, c'est lassant et ça ne m'intéressait pas. Par contre, tout était en carton et sur le carton, je marquais ce qu'il y avait symboliquement. Je savais ce qu'il y avait dans chaque carton. J'arrivais à caser, par exemple, un uniforme complet dans un carton. Donc c'était marqué turc, allemand 16, allemand 15, allemand 14, français. Et quant aux objets, les affiches étaient roulées, entoilées pour beaucoup d'ailleurs. Non, Les uniformes, certains font tout neuf. Ils ont l'air neufs parce que quand je les ai trouvés, je me suis appliqué à acquérir en bel état. Pour moi, c'était important. Souvent, ils n'ont pas été portés. Ah, ils ont été portés, je les ai lavés. Hein. Il y en a qui étaient dans un état, vous n'auriez pas osé les porter. Hein. Dans ma petite carrière, j'ai dû acheter 12 ou 13 machines à laver, je crois. Ma femme s'arrachait les cheveux. Hein. Non, il y en a... Ils ont tous été portés, sauf un dont je suis sûr, parce que je l'ai trouvé chez un tailleur. C'est un pauvre garçon qui a, en 1915, qui se fait faire le nouvel uniforme en bleu, et puis il meurt avant de pouvoir venir le chercher. Et sa famille a récupéré chez le tailleur l'uniforme. Il y a le nom de l'officier. Celui-là n'a jamais été porté, c'est sûr. Et je l'ai récupéré comme ça, 70 ans après ou 80 ans après. Quels sont les risques de détérioration de tous ces objets? Il y a plus qu'un risque, il y a une certitude. Tout ce qui est papier, surtout les papiers industriels du début du siècle,
s'ils ne sont pas traités, ils vont se déliquer et disparaître dans les 100 années à venir. Pour le tissu, ça sera un peu plus long, en sachant qu'ils ont tous été lavés, hein, sans produits détergents, mais il ne faut pas les laisser à la lumière, il faut que ça tourne, mais il y a quand même une durée de vie limitée. Les cuirs, c'est pareil, il n'y a que les aciers qui pourront rester peut-être 1000 ans, 2000 même peut-être, mais cette mémoire, elle est fragile. Elle est aussi fragile que le souvenir, en fin de compte. Existe-t-il d'autres personnes, ou en tout cas, connaissez-vous d'autres personnes qui seraient en possession d'immenses collections à l'instar de la vôtre? Je connais un collectionneur qui est dans le Nord, qui a une collection à l'extrême qui est peut-être plus riche que moi en objets, parce que les casques à pointe, il les empile les uns sur les autres. Les mitrailleuses, il ne sait pas où les mettre. Mais ce n'est pas un outil. C'est un collectionneur. Comme il m'a dit un jour, j'achète tout comme ça, les autres ne l'ont pas. Voilà. Mais effectivement, il a un fou. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il voulait le vendre. Voilà. Mais il amassait. Et je me souviens, un jour, j'étais chez lui, il venait de récupérer 4 insignes des unités américaines, des troupes noires. Il en avait plusieurs. Je dis, j'aimerais bien en avoir un pour monter un noir américain de 1918. Il m'a dit, ah ben, surtout pas. Je garde tout. Et il en avait une dizaine. Voilà. Mais ça, c'est le vrai collectionneur, le vandale. Et pour moi, c'est très triste. Et justement, vous n'avez jamais été tenté par ce côté pécunier des choses, Non. la collection? J'ai jamais rien. Non, j'ai jamais rien. J'ai fait 2-3 échanges, jamais plus. Et j'ai jamais rien vendu. J'ai donné par contre beaucoup. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est dans mon caractère. Hein, comment dirais-je? Oui, c'est pas ma préoccupation. Oui, je pense que vous êtes plus intéressé par le fait de ramasser plutôt que de collectionner pour le plaisir de collectionner. Oui, sinon je regardais des objets. Hein, puis j'aurais peut-être une collection de coiffures ou de cuirasses ou de sabres. Non, c'est... Et puis... quel est l'intérêt? Si ça n'a plus de vie, ça ne présente pas d'intérêt. Voilà, pour moi, c'est un ensemble. J'ai toujours dit, je ne voulais pas de vente aux enchères à 65 ans, où ça partait à Boston, où ça partait à Berlin à l'époque, puisque Bonn, il y avait la réunification de l'Allemagne, parce qu'il fallait que ça reste un ensemble cohérent. Ça a été conçu avec beaucoup de cohérence. Hein. On a vraiment l'impression que vous vous êtes donné une mission. La mission de ramasser des choses humaines, des choses à la vie humaine. Je crois que c'est dans mon caractère, tout simplement. Oui, c'est... Non, vous savez, là, je suis parti dans cette gentilhommière du XVIIIe siècle. On m'a dit, t'es fou, à ton âge, j'ai 76 ans, hein. Qu'est-ce que tu vas remettre en état une maison qui est abandonnée depuis 30 ans, qui fuit de partout? Eh bien non, je l'ai quand même pris à bras-le-corps. Je garde une logique, quelque part, que je n'explique pas. Il y a de nombreux objets que vous avez récupérés sur les sites de champs de bataille, j'imagine? Très peu. Très peu. Très peu, il y en a quelques-uns. J'ai jamais fouillé, par exemple. Si j'en ai, c'est que je les ai trouvés, je suis baissé pour les ramasser. Il y en a, je crois, on avait fait une vitrine un jour avec, parce que j'ai trouvé que les objets étaient très marquants. Il y avait un sabre, il y avait un casque à pointe, il y avait un godillot, il y avait un revolver, mais c'est pas... Yves Gibault m'en avait passé quelques-uns, d'ailleurs, de chez lui, je me souviens. Mais bon, c'est... Et depuis quelle année c'est réglementé et il est interdit de récupérer les objets sur les sites de champs de bataille? Bon, il y a déjà au moins 30 ans. 30 ans. Au moins, hein.
depuis que les fouilleurs, enfin depuis qu'il y a eu les poils, mais quand j'étais petit, enfin, quand j'allais à Verdun, à 14 ans, j'allais à Verdun tout seul en stop. Je dormais dans les forts. Hein, mais il y avait encore plein d'objets. C'est fini, ça. Puis j'allais pas ramener un obus dans mon sac à dos. Hein. Mais non, il fallait que l'objet présente un intérêt, c'est évident. Il faut que l'objet interpelle. Il ne faut pas qu'il soit inerte. Sinon, il y a... Et c'est pareil pour le témoignage. Un témoignage, c'est plein de vécus, même si des fois, il y a des choses qui paraissent invraisemblables ou qui sont fausses. C'est pas grave. C'est à nous de faire le juste, comment dirais, le juste choix. Mais ces hommes ont eu faim, ont eu soif, ils l'ont écrit, ils ont eu peur, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont été trompés par leur femme, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ils ont ressenti quelque chose à un moment et que nous, on puisse non pas le transmettre, mais le laisser en place. Et à chacun de gérer ces témoignages, cette histoire. Je pense aussi que le musée, c'est un lieu de réflexion, mais aussi d'éviter les extrémismes. Quand on sort du musée, on est moins à gauche ou moins à droite, c'est vrai. On se pose les questions autrement. On est modéré quelque part. C'est le but aussi. Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur, dans l'esprit de chacun, le souvenir qu'il y aura de ce conflit, de cette Première Guerre mondiale, admettons, dans un siècle? Là, c'est sorti... le centenaire, oui. 1914, donc c'était un temps fort. Mais moi, je m'interroge toujours sur l'intérêt que vont pouvoir porter les générations futures à ce conflit. Alors, ça dépend de ce que le politique, quelque part, voudra bien en faire. L'éducation nationale, on parle de l'Empire encore aujourd'hui, plus ou moins bien, mais Napoléon n'est pas perdu dans les limbes de l'histoire. Hein. Astérix non plus, d'ailleurs. Non, mais dans 100 ans, personne ne sait rien. Je veux dire, c'est les différentes crises du XXIe siècle qui feront aussi qu'on gardera l'histoire autrement, parce que le passé, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être ce qu'on est, et en même temps, ce qu'on est aujourd'hui, ça nous permet d'envisager ou de programmer ou d'espérer l'avenir. Et je crois que c'est, suivant les différents événements, même si en ce moment, c'est pas facile, hein, parce qu'on parle de beaucoup de lieux de tension. Mais imaginez que demain Poutine attaque l'Ukraine et que le même jour les Chinois attaquent Taïwan. Je me demande bien ce que les démocraties pourront faire. On les laissera faire, voilà, point final. Et puis ça, c'est le temps qui passe. Mais pour la guerre 14-18, logiquement, ça a tellement imprégné nos générations, en fin de compte, qu'il en restera quelque chose, c'est évident. Comme la Seconde Guerre mondiale. Le XXe siècle, c'est pas un siècle sans douleur, hein, qu'on puisse dire. Donc, il a sa place dans l'histoire mondiale, dans l'histoire de l'humanité. Et la guerre 14-18, autant. Disons que les souffrances de la guerre 14-18 sont différentes, mais toutes les nations se sont engagées, ce qui n'est pas le cas en 1940. Hein. L'engagement des nationaux est épouvantable. Et ça peut pas s'effacer d'un coup de crayon ou d'un coup de gomme. J'ai travaillé sur la mission du centenaire. On avait fait une réflexion sur non pas le 200e anniversaire, mais le 150e. Et tous les historiens qui étaient là pensaient qu'on en parlera, qu'on le célébrer, je ne sais pas si c'est le mot, mais qu'on le commémorera. Et puis il y a encore, sur le terrain, il y a quand même
je n'allais pas dire des ruines, mais il y a une segmentation quand même du terrain, il y a des forts. J'étais à Douaumont et à Vaud il y a 2 jours pour un comité scientifique. On ne savent pas si le fort va tenir encore 100 ans. Hein. Il s'effrite, il s'abîme, l'humidité, tout ça. Mais en même temps, ce sont des témoignages qui ne s'effaceront pas tout de suite, même si ils ne pourront plus les visiter. Ce sont des lieux d'une mémoire, c'est des lieux de tragédie, ce sont des lieux très chargés. Moi, j'ai fait une expérience il y a une quarantaine d'années sur Verdun. On m'a promené sur le champ de bataille les yeux fermés. Aussi bizarre que ça puisse paraître, à chaque fois, j'ai dit où j'étais. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Je savais si j'étais vers Douaumont, si j'étais vers Meaux, si j'étais vers Belleville, Tavannes. À chaque fois, j'ai dit où j'étais. Tellement les lieux sont chargés, je crois. Et qu'est-ce que vous retiendrez au-delà des objets du musée, des témoignages que vous avez pu avoir de gens qui ont utilisé ces mêmes objets, comme Maurice Genevoix, qu'est-ce que vous retiendrez de ça, des discussions avec... Moi, en retenir, c'est mon vécu, c'est moi, c'est personnel. Je ne suis pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup, mais ce que j'espère, c'est que des gens vont essayer, comme moi, devant l'objet, de réagir, d'essayer, d'imaginer, de penser. Qu'est-ce que c'est que la souffrance? Qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce que c'est que la soif? Si quelqu'un n'a jamais eu soif, il ne sait pas ce que c'est que la soif. Si quelqu'un n'a jamais eu faim, il ne sait pas ce que c'est qu'avoir faim. Si quelqu'un n'a jamais eu peur, mais peur, hein, je m'entends, on ne peut pas réagir. Je peux me tromper, mais je pense que ce qui vous intéresse plus que l'objet, C'est l'homme. cache derrière l'objet. Bien sûr, oui, mais c'est évident. J'ai bien compris. Non, mais c'est évident, c'est ce qu'il y a derrière. Un fusil, c'est qu'un fusil. Il faut savoir qu'il y a un homme qui le tient et qu'il y a une cible devant. Voilà. Ça change tout. La vision change tout, là. Et un poignard, c'est pareil. Hein. Un poignard, c'est un couteau de boucher. Je vais couper ma viande à midi. En même temps, le gars qui veut se battre, il veut se défendre. Une petite cuillère, c'est pareil. C'est pareil. Ça a le même poids pour vous. C'est quand je vois le... Quand je sais... Il faut développer ça. La France est le premier producteur d'aluminium en 1914 en Europe. Hein. Toutes nos gamelles sont en fer blanc, étamées. Tous nos couverts sont en fer blanc. Notre aluminium, on le vend à la Suisse, qui le vend à l'Allemagne. Mais un couvert allemand est 3 fois plus léger. La gamelle allemande, elle est beaucoup plus pratique. Histoire de fric. Puis on avait des millions de gamelles qui dataient de la guerre de 70, de 1852, dans les stocks. Donc on utilise ça, mais on n'essaye pas de privilégier l'utilisation de l'aluminium. Il y a eu des essais, hein. Il y a des bidons en aluminium, des casques en aluminium, tout ça, mais c'est juste des essais. On se fait plaisir, mais on ne cherche pas le côté pratique pour l'homme. Et lui va continuer à avoir sa cuillère et sa fourchette qui pèsent 150 grammes dans le sac. Là encore, ce sont des questions. Je n'ai pas toujours la réponse. Hein. C'est vrai qu'il y a des choses étonnantes. Moi, j'ai récupéré familialement une petite cuillère du service de santé des armées américaines qui était en métal argenté. Oui, mais ça, c'est normal. L'Amérique, c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Quand vous suivez l'armée américaine aujourd'hui, bon, je vais vous donner un exemple. J'ai vu au Vietnam, en plein combat, un hélicoptère se poser, décharger du Coca-Cola et redécoller sous les balles. Ça, c'est l'Amérique. Ça interroge. Voilà, ils ont une façon de vivre totalement... Quand on voit tous les objets que chaque Américain qui débarque en France en 1917, enfin, on va dire en 1918, c'est 7 tonnes de matériel derrière lui, en moyenne, par homme. Alors évidemment, il y a des locomotives, il y a des wagons, il y a des canons. Et encore, les canons, c'est nous qui leur fournissons. Les tanks, c'est nous qui leur fournissons. Les avions sont les avions français. Mais sinon, ils ont 4 uniformes, 3 coiffures, 2 paires de chaussures. Ils amènent leur jambon, leur confiture.
c'est monstrueux. Alors, vous regardez dans la grande vitrine américaine tout ce qui est à disposition de ces hommes. Le noir, il a des claquettes en bois comme lorsqu'il est dans le champ de maïs. L'Indien, il a des mocassins. C'est fabuleux. Mais là, il y a encore plein d'histoires derrière les objets. Vous verrez, dans la vitrine américaine, il y a un tomahawk. La hache des troupes indiennes, c'est un tomahawk. Il y a une mémoire derrière quelque chose. Mais c'est 7 tonnes. Chaque soldat, on considère qu'il y aura 7 tonnes qui va arriver. Et ils vont laisser tout ce matériel en Europe, hein, avec beaucoup de, comment dirais-je, ramener un camion aux États-Unis, ça va coûter plus cher que de le laisser, puis ça rapportera moins d'argent, parce qu'en laissant leur camion en France, ils vont fonder une société qui s'appelle Willem, qui va pendant 40 ans entretenir ces camions, les réparer, les faire vivre jusque dans les années 60. Voilà, ça c'est la technique américaine. Oui, le déminage, le danger des munitions de guerre non éclatées, c'est un thème très contemporain. Oui. Qui relie autant 14-18 que 39-40 que la guerre du Vietnam. Oui, il y en a. Quel est votre souci? Il y a un souci d'amuser, de montrer un peu ce problème très contemporain et très dangereux. Alors, la sécurité civile, c'est son travail normalement, hein. Alors, ils font des visites dans les écoles, les démineurs, hein, pour parler aux enfants, pour montrer les dangers des explosifs, en sachant qu'il y a encore pas mal de morts, hein. Depuis quelques années, il y en a un peu moins, là. Mais rien que pour les démineurs, depuis 1945, depuis qu'il y a le monument aux démineurs, ils arrivent presque à 900 morts, hein, en sachant qu'il n'y a que 70 démineurs en France en même temps. Alors, là, j'y ai pas très longtemps, j'étais en Macédoine, et c'est la première chose qu'on nous a posée. Est-ce que vous, Français, pouvez nous aider à déminer le champ de bataille de la guerre 14-18 ? Parce que ça brûle, les forêts brûlent en ce moment dans les Balkans, et puis les pompiers, ils n'osent pas aller combattre le feu, parce que ça pète. Et la première chose qu'on nous a demandé lorsqu'on est arrivé, qu'est-ce que la France peut faire pour nous aider à déminer. Mais bon, il y en a pour 500 ou 600 années. Les démineurs disent qu'il y a 600 années encore de déminage à faire, rien qu'en Europe. En sachant par exemple que vous allez à partir de Dunkerque jusqu'à sur la côte belge, vous avez environ un champ qui fait environ 80 km de long sur 2 km de large. Ce ne sont que des munitions de la guerre 14-18 qui ont été émergées dans les années 20. Et ils ne savent pas comment ils géreront ce problème. C'est sur 10 mètres d'épaisseur, hein. Voilà. Quant au Vietnam, quand on se promène du côté nord, vous voyez partout encore les trous des bombes de B-52, mais c'est énorme, hein, des cratères énormes. Et puis le défoliant qui est encore des forêts complètement défoliées, hein. Et ça, c'était hier. Et pendant la guerre des Balkans, il n'y a pas longtemps, il y a 15 ans, ils avaient miné pas mal de frontières. Aujourd'hui, il y a encore des problèmes. Puis en Afrique, je ne parle pas de l'Afrique, je ne parle pas du Cambodge, je ne parle pas du Laos. Quand vous allez au Laos, à l'entrée de chaque village, ou au Cambodge, vous avez des tas de mines, hein, et régulièrement, les démineurs passent et font sauter le tas, mais comme ça à l'air libre, hein. C'est épouvantable. Et puis dans chaque village, vous avez des estropiés des jambes ou des bras, les enfants. Alors ils ont une façon de déminer qui est intelligente. Ils prennent 50 bœufs, ils les mettent côte à côte, ils les attachent, ils les font marcher. Voilà. Et il y a une explosion, le bœuf il part, et puis on continue. Voilà. C'est leur façon de déminer. Ils n'ont pas le temps de planter la petite baïonnette. Mais il y en a pour longtemps, hein. Mais c'est un sujet qu'il faut aborder avec les enfants, aussi bien lorsqu'ils viennent pour une conférence ou lorsqu'ils visitent le musée.
Quelle était la question? Tu y as répondu en fait. C'était est-ce que tu as suscité des vocations parmi la jeunesse? J'espère que non. J'ai rencontré pas mal de jeunes enfants qui, je ne sais pas s'ils sont devenus collectionneurs, mais qui étaient très intéressés par l'événement, on va dire. Oui, ah oui, j'en ai rencontré. Mais vocation, c'est toujours difficile d'être le papa d'une vocation, hein. C'est lourd. C'est une responsabilité. C'est pareil. Tant que je n'ai pas de musée enfin, tant que je n'ai pas de lieu sûr et qu'un musée allait se faire, je n'osais pas avoir de dons. C'était trop de responsabilité pour moi. Alors, hormis des gens que je connaissais très bien que j'acceptais, mais pour moi, accepter un don, c'est une responsabilité. C'est prendre en charge la mémoire de quelqu'un d'autre. C'est pas évident. Avec le musée, c'est différent. Ce n'est plus moi. Pas d'autres questions? Je suis triste. Quelle est votre appréciation du musée de la Caverne du Dragon actuellement? Laquelle? La nouvelle ou l'ancienne? La nouvelle. Parce que moi, j'ai connu la Caverne du Dragon dans les années 50. Il n'y avait rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui, hein. Et ça prouve aussi que ça ne fonctionne pas bien, parce qu'ils ont peu de visiteurs. Un musée doit être un lieu où l'on a envie de revenir. Voilà. Et à la Caverne du Dragon, c'est fade. Enfin, je juge, là, c'est ma façon de voir. Même s'ils ont fait des améliorations, mais ils ont dénaturé la grotte, ils ont dénaturé tout ce qui est en sous-sol. N'est-ce pas un défaut général que l'on voit apparaître, une espèce de scénographie qui s'installe dans beaucoup d'expositions ou de musées? Oui, c'est une de mes questions. L'homme disparaît au profit des nouveaux médias. C'est vrai, on oublie l'homme, on ne le voit plus. Il y a de la lumière, il y a des fois des odeurs, des fois de la couleur, des ombres, mais où l'homme disparaît. Pour moi, un homme, c'est un visage. Un homme, c'est une main. Un homme, c'est un témoignage. C'est difficile, hein. En sachant qu'il y a toujours eu une équipe autour de moi, hein. Le musée, c'est une petite équipe qui ont toujours bien fonctionné, et ça se ressent dans la présentation et dans les collections. Pas d'autres questions? Donc je parle trop, c'est bien ce que je disais. Il y aura des évolutions, elles iront vers quoi? Les évolutions du musée, ce ne sera pas toujours... Je vous dis, là, on attend des gros matériels, hein, les wagons, les choses comme ça. Il va y avoir un meilleur accueil des scolaires, avec un lieu de restauration le midi pour eux. Et puis il va y avoir une préfiguration, mais il va y avoir un espace d'une tranchée dans le parc. Là, très vite, en 2023, elle sera ouverte. Ça, c'est nouveau. Mais pareil, la tranchée, il faut que les gens comprennent que c'est un lieu de vie et un lieu de mort, et pas simplement un trou où on se promène dedans. Donc c'est un challenge. Comment? On pourra descendre dedans normalement, oui. Mais c'est quelque chose ils sont en train de travailler dessus et de l'imaginer. Ça va être en 2023. Donc c'est trois choses importantes là qui vont se faire. Et puis la rotation des collections là, qui est importante, puisqu'il y a des uniformes qui vont changer, il y a
en fin de compte, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a sans arrêt des petites améliorations. C'est un travail de fourmi chaque jour. Il y a aussi les expositions temporaires. Oui, elles sont importantes. Vous avez vu l'exposition, je pense, sur le pain de Bruyère en ce moment. Elle est remarquable. Hein. Le travail c'est un homme. Hein. C'est toujours pareil. Le type, c'est un vieux monsieur hein, qui arrive dans les tranchées. Il laisse un témoignage saisissant d'une grande qualité artistique. Et son œuvre est arrivée au musée. Elle appartient au musée. Je trouve ça remarquable. Et la prochaine exposition, c'est sur la tranchée. Là, pareil, il faut que l'homme apparaisse derrière un plan, derrière un obus, derrière un objet, derrière une grenade, peu importe. Il faut vraiment qu'on sente l'homme, quel qu'il soit. Hein. Car quel que soit le camp, la boue est la même, l'odeur est la même. Je parle d'odeur parce que c'est la chose c'est la seule chose qui devrait imprégner un musée, car c'est la chose épouvantable, la pire des choses. Si vous préférez, moi, enfin, c'est mon expérience, hein, une odeur de charogne, je la sens à 50 mètres et je vomis aujourd'hui. Alors j'imagine, eux, qui vivaient quotidiennement dans ces puanteurs, Et moi, ça m'est arrivé quelquefois de me retrouver face à des morts sur le champ de bataille, tout ça. C'est épouvantable, les odeurs. Mais comment imprégner une image, comment imprégner un objet de ça? Je sais qu'il y a un des masques à gaz qui sont les pérites. Donc 100 ans après, il sent encore les pérites. Et c'est vraiment... on le sent tout de suite. Hein, quand on sort le masque de sa boîte, cette odeur de moutarde, là, ça nous monte au nez 100 ans après. Pour la tranchée, j'espère qu'ils ne feront pas comme à Vimy, parce que là, c'est trop... Ah non, Vimy, c'est... Ah ben, Vimy, c'est la protection d'un site, c'est différent. Les Canadiens ont voulu protéger. Alors, je ne peux pas répondre de la tranchée parce que je ne fais pas partie du comité scientifique, enfin pas encore en tout cas. Il va se réunir, ils sont en train de travailler dessus. C'est un vrai challenge, hein, où ça va marcher, où ça ne fonctionnera pas comme il faudrait. Voilà. Vraiment l'association du champ de bataille, on l'avait reconstituée avec lui je connais le frontier. Oui, c'est très difficile. Dans un premier temps, et ensuite on avait fait ça sur un champ de bataille. Et là, c'est vrai que quand on est au fond de la tranchée, là, on a une vision tout à fait différente. Moi, je l'ai fait plusieurs fois quand je suis conseiller technique sur un film, que ce soit Un long dimanche de fiançailles, que ce soit Capitaine Conan, que ce soit Le Pantalon, tout ça, on a fait des vrais champs de bataille. Mais à chaque fois, le film terminé, on les rebouchait parce que c'est dangereux, parce que c'est délicat, parce que l'entretien est difficile. Donc c'est tout. Je sais que c'est quelque chose de difficile. Ça va être difficile. J'espère que ça sera quand même réussi. Est-ce que dans les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick, il y a un long panoramique où on voit Kirk Douglas. Oui, marcher dans la tranchée, oui. Dans la tranchée, en sachant que la tranchée, elle fait 2 mètres de large. Ouais, pour que la caméra Panavision, pour que la Panavision qui fait 1 mètre de large, puisse faire le travelling. Mais la tranchée, on ne se rend pas compte, elle fait 2 mètres de large. Et on a la même sensation dans le film de Sam Mendes, 1917. Ah ouais. On est vraiment dans la tranchée. Ah ouais. Ouais, mais là, il a fait un exploit. Mais ce n'est pas parce qu'au cinéma, on arrive à faire que ça peut rester pas l'éternité, mais ensuite un vrai lieu de visite. 1917, c'était rebouché. Un long dimanche de fiançailles, le tournage fini, le lendemain, les bulldozers commençaient et c'était un champ de bataille qui faisait 4 hectares. Hein. À Thiepval, devant la tour de l'Ulster, il y a tout un périmètre qui est grillagé et qui est interdit au public, où il y a encore les tranchées. Oui. Qui sont, mais interdit au public. C'est voilà. Impressionnant. On a le même travail du côté français avec la main de massige quand on est dans la tranchée. La main de massige, ils s'en sortent bien, mais ils sont sur le terrain. Ouais. Donc ils ont repris le cheminement des vraies tranchées. Ils n'arrêtent pas de l'entretenir. Hein. Il faut tous les jours, ils passent, parce que ça s'éboule, l'eau ruisselle, ça ravine. Et quand on est
dans la tranchée, là, on a vraiment Ouais. une vue totalement différente. Non. Mais là, il y a 2 tranchées reconstituées dans le musée. Ce n'est pas pour reconstituer une tranchée. Pour moi, c'était montrer des objets ailleurs que dans une vitrine. Très bien. Voilà, c'est tout. L'objet prenait une autre signification en situation. Mais ce n'est pas une reconstitution de tranchée. Ça donne une idée. D'un côté, une tranchée qui est faite pour pas longtemps, puisque la France, pendant 1 an, se berce de demain on ne sera plus là, attaquons comme la Lune, comme a dit un certain général. Et du côté allemand, on est là pour longtemps, on bétonne et on reste. C'était l'idée, mais c'est qu'une idée. Hein. En tout cas, le musée va continuer à vivre, voilà, c'est à grandir, à approfondir. Et cette acquisition du taxi de la Marne, là, qui est Oui. vraiment symbolique de Oui. cette bataille de la Marne, ça n'a pas été non sans mal. Bah, c'est un petit deal marrant. J'allais l'acheter. Et puis avec le collectionneur, je l'ai négocié. Et puis après, j'ai vu Jean-François Copé. Je dis ce serait bien qu'on ait un mécène. Il faudrait voir si la G7 ne veut pas le mécéner. Et à ce moment-là, la G7 l'a acheté tout de suite et l'a remis au musée. Voilà. Et moi, je voulais acheter. Il y avait un camion américain en très bel état en même temps. Malheureusement, je n'ai pas pu l'acquérir. Mais là, j'ai fait une erreur, par exemple. Mais c'était 25 000 €. Hein. Et tous les gros objets, tout ça, c'est dû à, j'allais dire mon carnet d'adresses, effectivement, mais mes 30 ans de présence aux anciens combattants et à la défense, où je travaillais avec le musée de l'armée, je travaillais avec le musée de l'air. Je connaissais Paul Berliet qui m'avait toujours dit le jour où tu fais un musée, tu pourras profiter des engins Berliet. Et avant de mourir, il a mis en dépôt ce pigeonnier. Il est unique, hein, c'est superbe. Le camion de la voie sacrée, voilà. Le musée de l'armée a mis des canons. Mais ça, c'est dû à mes connaissances, à des gens qui m'ont fait confiance aussi. Mais en même temps, ces gens-là, à chaque fois qu'ils m'ont demandé quelque chose, j'étais là. J'ai prêté. Est-ce qu'il y aurait une opération comme il y avait eu pour le large tableau sur l'artillerie française pendant la bataille de la Marne, ou pas? D'autres opérations comme ça? Oui, si des possibilités se présentent, pourquoi pas, des appels au... Oui, bien sûr, oui. Ouais. Oui, c'est évident. Il y a une belle association des amis du musée hein, qui fonctionne bien. Le dernier numéro vient de paraître, si j'ai bien compris. Ceux qui sont abonnés vont le recevoir. Pardon, les amis du musée vont le recevoir. Mais c'est important, c'est pas important cette association. Elle a un bon soutien, c'est un bon réseau. Vous vous rendez compte, 30 000 dons, c'est énorme. Le musée de l'armée n'en a jamais eu autant en 120 ans d'existence. Hein. Nous, on a 10 ans d'existence. Ouais. Votre collection avait combien d'objets? Je crois il devait y avoir 30 000 objets, 50 000 documents, si je me souviens bien. En sachant que c'était, en gros, hein, une vraie collection, chaque carte postale a un numéro. Nous, on a fait un inventaire où des fois, il y avait 600 cartes postales avec le même numéro. Et pour les objets, c'était pareil, des lots. Hein. On n'a pas fait une cartouche avec un numéro, c'était des boîtes pleines. Mais je compte les gros objets, il y avait 800 ou 900 pièces d'uniforme, vous voyez, des choses comme ça. Il y avait pas loin de 200 fusils, il y avait 150 sabres, il y avait largement de quoi faire un musée, voilà. Je crois qu'on présente moins de 3000 objets dans le musée, hein, si je me souviens bien, et 200 ou 300 documents, dont une partie sont en facsimilé pour que les gens, pour pas qu'ils s'abîment, et tout le reste est en réserve. Hein. Et dans les réserves, il y a beaucoup de choses qui mériteraient d'arriver dans la partie visiteur, dans la partie musée. Il manque quelques mètres carrés dans le musée, en fin de compte.
Je l'ai dit à midi, à qui de droit? Toujours pas d'autres questions? En fin de compte, j'aime répondre aux questions parce que pour moi, c'est plus simple. Qui vient consulter les documents, les mémoires d'anciens combattants? Il y a un centre de documentation qui est intéressant. Je pense qu'il n'est pas assez... pour l'instant, elle a un gros travail, hein, la jeune documentaliste, mais on n'a pas assez d'étudiants ou de chercheurs qui viennent, ça c'est sûr. Mais il y a un fond quand même qui est plus qu'intéressant. Avec des chances, moi quand j'allais dans les bibliothèques, il fallait que je lise sur place. Dans beaucoup de bibliothèques, on ne pouvait pas emmener l'ouvrage, alors qu'ici, il y a une certaine tolérance pour certains ouvrages. L'étudiant peut l'emmener chez lui pour travailler, et ça, c'est important. Mais ça manque, effectivement. On s'est rapproché de l'université de Marne-la-Vallée. On est loin de Paris. Hein. Pour un étudiant, ce n'est pas pratique. Mais en même temps, les collections, on peut les voir sur Internet avec un code. Hein. Ça, c'est la conservateur qui décide qui peut consulter ou pas. Et pareil pour les documents, pour les photos, les choses comme ça. Il peut y avoir des consultations à distance. En sachant aussi que le musée est un grand prêteur. Hein. Il y a des années où on prête à 10 ou 15 musées différents. Actuellement, il y a encore des objets aux États-Unis, il y a encore des objets, je ne sais pas où exactement. Il y a un intérêt d'important pour ce musée, puisque encore la semaine dernière, il y a des représentants d'une école militaire américaine qui sont venus Oui. spécialement pour Oui. ce musée. Et le champ de bataille. Non, mais il y a, je ne veux pas dire un attrait, c'est pas le mot, mais il y a un besoin encore de parler et de comprendre cet événement qui est la Première Guerre mondiale. Bon, pour une école de futurs militaires, de futurs officiers, ça peut être compréhensible, hein. Mais pour les visites en famille, il y en a énormément. Où le père explique à ses enfants ce que le grand-père a connu, enfin, ou l'arrière-grand-père maintenant. Hein. Mais pour moi, l'événement c'était hier. Moi, quand j'ai connu ces hommes, ils avaient 50 ans. Ils n'avaient pas les cheveux gris, ils étaient en pleine force de l'âge. Genevois était pétillant comme bonhomme. Dorgelès aussi. Et Dorgelès, j'ai un souvenir parce qu'il m'a offert un livre. J'ai perdu le... Il m'a offert le livre... comment il s'appelle? Non, pas du tout. Ce livre lui avait été offert. Cette histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux de la femme d'un soldat qui est au front. Alors là, j'ai un trou. C'est énorme. Ça arrive. Oui. Radiguet. Le livre de Radiguet. Oui. Dorgelès me le donne. Radiguet va offert le livre à Dorgelès. Et Dorgelès lui a retourné le livre. Et c'était marqué « Ton livre est vraiment beau, mais tu n'aurais jamais dû l'écrire. » Parce qu'il a mis le doute chez plein d'anciens combattants, mais peut-être que ma femme m'a trompé. Et ce couple, moi, je l'ai rencontré. Ils vivaient à Maison-Alfort et je les ai rencontrés dans les dernières années de leur vie. Et je peux vous dire que l'homme s'interrogeait encore. Vous voyez ? Le diable au corps.
Voilà la directrice qui va dire un petit mot. Oh non, c'est moi qui dois remercier l'ensemble de l'équipe de m'accueillir toujours. Quelle heure est-il? 16h. À cette heure-là, je devrais être au lit, moi. Voilà, Aurélie Perretten, la directrice. Bonne Saint-Valentin. Je t'embrasse très bien, mais il y a du monde. Oui. Bonjour, je voulais surtout remercier Jean-Pierre. Je redis des choses qu'il sait déjà, j'en profite de le dire devant vous aujourd'hui parce que c'est l'occasion, mais évidemment sans lui on ne serait pas là, ici. Et je pense que le million de visiteurs qui a eu l'occasion de parcourir les collections du musée le remercie aussi. Voilà, c'est une grande aventure, vous l'avez découvert aujourd'hui pour ceux qui ne la connaissaient pas, qui nous permet de continuer de partager, de transmettre cette histoire de la Première Guerre mondiale aux générations d'aujourd'hui et de demain. Alors comme vous le voyez, du travail nous attend. En plus, Jean-Pierre a accéléré les calendriers. Donc là, soudain, nous devons tout faire pour 2023. Donc bon, il y aura peut-être un petit peu de marge par rapport à ce que Jean-Pierre nous a annoncé. Parce que je suis pressé. Voilà. Nous aussi, on est pressés. Effectivement, ça prend un petit peu de Oui, temps, il faut du temps. surtout les petits wagons qui sont de gros bestiaux. Voilà, mais c'est des projets toujours palpitants et qui vont dans le sens, je crois, je l'espère, de ce que Jean-Pierre a voulu faire, puisqu'évidemment, on est tous animés aussi par le fait de pouvoir respecter la démarche de Jean-Pierre et de continuer à y être fidèle. C'est très important pour nous. Non, j'ai simplement envie de dire que ça aurait été le mot de ma fin, en fin de compte. C'est que moi, quelque part, je sais que je suis resté fidèle à mon enfance, à l'enfant que j'étais. Pour moi, c'est étonnant. Je suis resté fidèle à ce gamin qui marchait sur ce putain de champ de bataille. Merci à vous.